Tandis qu'il inspectait le chantier de construction dans une petite ville de Provence, le millionnaire s'immobilisa soudain, percevant une vibration singulière sous ses chaussures. La touffeur de l'après-midi écrasait le paysage, l'air ondulé au-dessus du sol aride, et le chant incessant des cigales se superposait au vacarme des engins. Jean-Pierre Dubois, dans son impeccable costume sombre, paraissait une anomalie au sein de cette effervescence industrielle. Il se saisit vivement d'une pelle, un acte si insolite pour lui que les ouvriers à proximité suspendirent leur travail, le dévisageant. Il se mit à creuser, la terre ocre et compacte s'effritant sous la force de l'outil. Une caisse métallique fit lentement surface, corrodée par la rouille et la terre. Lorsque l'homme réussit à ouvrir le contenant, un grincement lugubre déchira le silence ambiant. Il dut immédiatement sommer les ouvriers d'appeler le SAMU. Dans le coffre reposait une très jeune fille. Installez-vous, détendez-vous et écoutez. Mon souhait est que ce conte soit le prélude idéal à une nuit de sommeil profond et paisible. Commençons. La journée avait commencé au son des camions écrasant le gravier nouvellement répandu. L'atmosphère était lourde, saturée des odeurs âcres de diesel, de béton frais et d'acier. Au centre de cette scène, Jean-Pierre Dubois se tenait, bras croisés, le regard muet mais d'une concentration absolue. Son costume noir tranchait violemment avec la poussière dorée qui tapissait le sol. On disait souvent de lui qu'il négligeait les détails, mais ce matin-là, rien ne lui échappait, le reflet du soleil sur les casques de sécurité, le code de communication des équipes par de longs sifflements, et même la caresse fraîche de la brise chargée d'humidité et d'odeur terrienne. Monsieur Dubois, nous avançons bien. Si tout se passe comme prévu, les fondations seront coulées avant midi, rapporta le chef de chantier. Parfait, dit-il sobrement. Aucune minute à perdre. Sa voix, bien que posée, avait une portée indéniable. Son attitude commandait une obéissance instinctive. Nul sur le chantier n'aurait osé la moindre négligence en présence de Jean-Pierre Dubois, un homme dont un simple froncement de sourcils inspirait une crainte respectueuse. Il consulta son calepin, vérifiant les plans. Tout était en ordre, une journée ordinaire. C'est alors qu'il entendit quelque chose. Un son subtil, discontinu, et profondément étrange. Jean-Pierre redressa la tête, le stylo suspendu au-dessus du papier. Le bruit semblait émaner du sous-sol, tout près de lui. Un son bref et mat, suivi d'un silence. Il crut à une hallucination, mais quelques instants plus tard, le son se répéta, plus distinct cette fois, évoquant un léger martèlement rythmique sur du bois. Coupez les moteurs. Sa voix claqua, fendant le bruit ambiant. Le chantier entier s'immobilisa dans un silence soudain et presque pesant. Le superviseur s'approcha. Un problème, monsieur? Un bruit. Sous la terre. Ce ne sont sûrement que les canalisations, monsieur, ou un tassement de terrain. Non. Écoutez. Le superviseur afficha un sourire contraint mais n'insista pas. Il ordonna l'arrêt de tous les équipements. Quand l'appel mécanique se tut, le silence devint palpable. Et tous l'entendirent. Toc. 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 3 coups, faibles mais réguliers, puis le silence retomba. Jean-Pierre s'accroupit, posa la main sur le sol. Une onde de froid le parcourut. Une pelle. Monsieur, je peux m'en charger. Donnez-la-moi. Un ouvrier lui tendit l'outil avec une lenteur quasi révérencieuse. Jean-Pierre s'en empara sans un mot et commença à creuser. À chaque mouvement, la pelle rejetait des mottes de terre grasse et lourde. Une brise passa, charriant des senteurs de fer et d'humidité. Tous restaient immobiles, comme pétrifiés. Personne n'osait détourner le regard. Ce n'est sûrement qu'une vieille citerne, murmura le superviseur, cherchant à se convaincre lui-même. Jean-Pierre ne lui prêta aucune attention. Il creusait, de plus en plus vite, avec une énergie farouche. Soudain, un son métallique et sec. La lame avait buté contre un obstacle solide. Il s'agenouilla, écartant la terre de ses mains. Une surface en bois apparut, ancienne, rugueuse, ceinte de fer rouillé. Il lança à un ouvrier, appelez les secours. Mais, monsieur. Monsieur Dubois. Faites-le. Sa voix était tranchante comme une lame. Un homme dégaina son téléphone avec des gestes fébriles. Jean-Pierre se pencha et fit levier sur le couvercle. La charnière protesta dans un grincement long et pénible. Une odeur froide et moisie s'échappa de la boîte, tel un soupir venu des profondeurs de la terre. Le temps sembla se suspendre.
À l'intérieur gisait une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 7 ans. Sa peau était blafarde, ses cheveux souillés de boue, ses lèvres sèches et craquelées. Pourtant, sa cage thoracique se soulevait et s'abaissait, suivant le rythme d'une respiration faible et précaire. « Oh mon Dieu !» souffla un ouvrier. Avant que quiconque ait pu esquisser un geste, Jean-Pierre la souleva. Son corps était d'une légèreté irréelle, comme s'il ne tenait qu'une poignée de plumes. « Où est l'ambulance ? » ?»« Elle arrive. » Il n'attendit pas. Ses bottes massives et boueuses martelèrent le sol dans une course éperdue. Le vent sifflait à ses oreilles, étouffant les exclamations qui fusaient derrière lui. La petite fille dans ses bras était presque inerte. Ses paupières battirent faiblement lorsqu'il la pressa contre lui. Quand le véhicule de secours arriva, Jean-Pierre la déposa avec une infinie précaution sur le brancard, sa main retenant toujours le poignet minuscule. « Vous êtes de la famille ? » ?»« Non. Je suis simplement celui qui a entendu. » À l'hôpital, l'équipe médicale s'activa. Un médecin fit le point, elle est gravement déshydratée et en état d'épuisement, mais son cœur tient bon. C'est un véritable miracle que vous l'ayez trouvée à temps. Jean-Pierre acquiesça sans un mot. Ses mains tremblaient encore, un détail qu'il dissimula en se retirant dans le couloir. Son téléphone vibrait sans discontinuer. « Monsieur Dubois, les médias veulent votre version. Ils parlent de vous comme d'un héros. Dites-leur que je n'ai rien à déclarer. » Mais j'ai dit non. Il mit fin à la communication. Le couloir de l'hôpital, d'un blanc immaculé et crûment éclairé, était d'une froideur impersonnelle. En cet instant, il se sentit aussi vide et lisse que ses murs. Une infirmière l'aborda avec douceur, la petite s'est réveillée. Elle n'a pu prononcer qu'un seul mot, Clara. Ce soir-là, Jean-Pierre regagna sa grande maison de campagne. Sur son bureau, sa secrétaire avait déposé le rapport du chantier. En première page, une photo de lui, couvert de boue, portant la fillette. Le titre barrait la page, « Un millionnaire sauve une enfant enterrée vivante ». Il contempla l'image un long moment, avant de reposer le journal. Une émotion subtile, indéfinissable et inédite, l'envahit. Lui, si habitué à ériger des colosses de béton, avait peut-être oublié que l'essentiel est parfois ce qui est enfoui, invisible, sous la surface. Le lendemain, les services sociaux se présentèrent. Nous n'avons aucune information sur cet enfant. Ni acte de naissance, ni avis de recherche. Son seul nom est Clara. Personne ne la réclame. Où se trouve-t-elle ? Toujours à l'hôpital. Il lui faut un tuteur légal temporaire. Jean-Pierre ne répondit pas sur le champ. Son regard se perdit à travers la fenêtre, observant les reflets dorés du soleil sur l'eau du bassin. Puis, il se retourna et déclara d'une voix lente, « D'accord. Je signerai. » L'assistante sociale lui tendit le formulaire. Il y apposa sa signature rapidement, comme s'il s'agissait d'une formalité administrative de plus. Pourtant, au contact du stylo sur le papier, un froid étrange courut dans sa main. En quittant l'hôpital, il vit la fillette endormie. À son poignet, un bracelet blanc où était inscrit un unique mot, Clara. En chemin, sa vieille Citroën 2CV passa devant le chantier. Le lieu de la découverte était désormais ceinturé de rubans rouges. Il demanda au chauffeur de s'arrêter. Une fine pluie se mit à tomber, perlant sur la manche de son costume. Il descendit, le regard fixé sur cette parcelle de terre retournée. Le silence était total. Seul le vent semblait murmurer dans sa tête. Le son des coups revint, ténu, indistinct, mais obsédant. Toc. 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 Il resta figé, les yeux clos. Il savait, au plus profond de lui, que ce son ne venait plus de la terre, mais d'une faille secrète en lui, un vide qu'il avait cru combler depuis longtemps et qui venait de se rouvrir. Les médias insistèrent. « Monsieur Dubois, l'opinion publique veut vous entendre. On écrit sur vous, on vous qualifie de héros. » Jean-Pierre regarda le ciel, d'un gris laiteux. « Un héros, ironisa-t-il. Je n'ai fait qu'entendre un bruit. Les autres ont peut-être simplement désappris à écouter. » Il raccrocha. Ses doigts effleurèrent l'encre encore fraîche sur le document signé le matin même. La ligne disait, tuteur temporaire, Jean-Pierre Dubois. La demeure de Jean-Pierre était si calme que le tic-tac de la pendule du salon semblait scander le temps avec une solennité écrasante. Chaque seconde qui passait l'isolait davantage du monde extérieur et de son tumulte médiatique.
Clara fut ramenée de l'hôpital 2 jours plus tard. L'infirmière lui laissa un sac de médicaments et des consignes strictes, un environnement calme, stable, sans stimulus violent. Une phrase de l'infirmière résonnait particulièrement dans l'esprit de Jean-Pierre, l'enfant montre des signes de défense extrême. Elle a probablement vécu dans des conditions d'une dureté inouïe. Depuis son arrivée, Clara restait muette. Elle se déplaçait avec la discrétion d'une ombre, explorant les pièces d'un œil à la fois curieux et craintif. Elle évitait tout contact physique, refusait toute nourriture et, plutôt que de dormir dans le lit confortable qui lui était destiné, elle s'installait dans un coin, le dos au mur, le regard perdu sur les lattes du plancher. La gouvernante tenta une approche douce, une seule petite cuillère, ma puce. L'enfant ne s'y a pas. Jean-Pierre, après avoir observé la scène quelques instants, les bras croisés, intervint, laissez-la. N'insistez pas, la première nuit, il travailla tard dans son bureau. Le clapotis de la pluie sur le toit de la véranda se mêlait au rythme de la pendule. Avant de se coucher, il jeta un œil par la porte entr'ouverte de la chambre, elle était toujours là, assise, une petite silhouette absorbée par le halo jaune d'une veilleuse. 3 jours passèrent, et les efforts de la gouvernante restaient vains. L'enfant ne mangeait rien, se contentant de quelques gorgées d'eau. Dehors, elle se terrait dans les massifs de fleurs, y passant des heures. Finalement, Jean-Pierre congédia son personnel pour la journée. « Je vais m'en occuper », déclara-t-il. Il ne savait pas recommencer. Il la trouva assise sur les marches du perron, le regard tourné vers le jardin. Il s'approcha, déposa un bol de soupe fumante à côté d'elle, et s'assit en silence. Le parfum du potage flotta dans l'air. Après plusieurs minutes, Clara jeta un regard furtif au bol, puis se rapprocha. Elle prit la cuillère et mangea, par petites bouchées, comme si elle craignait qu'on lui retire le bol. Jean-Pierre ne manifesta aucune émotion, se contentant d'observer. Lorsqu'elle eut terminé, il dit simplement, « Si tu as aimé, on en refera demain. » Elle ne répondit pas, mais inclina légèrement la tête. Dès lors, leur repas devint un rituel immuable et silencieux. Elle ne s'alimentait que s'il était à table, et ne trouvait le sommeil que si la lumière de son bureau restait allumée. Jean-Pierre pensa d'abord à une coïncidence, mais il comprit vite que sa présence la rassurait. Dès qu'il quittait une pièce, elle se levait, inquiète, et le suivait jusqu'à la porte, attendant son retour. Un matin, alors qu'il parcourait la presse, il aperçut la fillette près de la fenêtre, en train de modeler la terre d'un pot de fleurs. Elle façonnait un animal, un lapin aux formes malhabiles, avec un museau trop court et des oreilles de travers. Elle y mettait une application et un silence absolu. Il l'observa un moment, sans rien dire. Quand elle eut fini, il commenta sobrement, on dirait un lapin. Elle leva la tête vers lui et esquissa le premier, le plus fugace des sourires qu'il lui ait jamais vu. Ce sourire, si bref, si fragile, mais d'une sincérité désarmante, toucha Jean-Pierre en plein cœur. À l'extérieur, l'agitation ne retombait pas. Les médias s'interrogeaient, pourquoi un milliardaire avait-il creusé lui-même ? Certains journaux avançaient l'hypothèse d'une opération de communication. L'un d'eux titra en lettres capitales, « Héros ou stratège d'Eugénie ». Sa secrétaire l'appelait sans cesse, « Les actionnaires exigent une réunion extraordinaire ». L'impact sur notre image les préoccupe au plus haut point. Cette réunion fut la première où Jean-Pierre se sentit étranger dans une salle qui lui était pourtant familière. Les avis fusaient. L'un des membres du conseil déclara sans ambages, « Il faut vous dissocier de cette affaire. Confiez cet enfant aux services sociaux. Nous sommes un groupe de BTP, pas une fondation caritative. L'opinion publique est méfiante. La garder nuira à notre réputation. » Jean-Pierre écouta sans mot dire. Ce n'est que lorsqu'on prononça le verbe « confier » qu'il prit la parole, lentement, « Savez-vous seulement de qui vous parlez ?» Un homme rétorqua, « De l'entreprise, des actionnaires. » Non. Je parle de l'enfant. Ce n'est qu'une enfant trouvée. Elle n'a aucun lien avec. Jean-Pierre se leva. Si votre obsession de l'image vous fait oublier qu'une enfant qui a frôlé la mort est une personne, alors nos fondations sont bien plus fragiles que je ne le pensais. Un silence de plomb s'abattit. Il referma son dossier et quitta la pièce. Le soir, en rentrant, il trouva Clara sur le canapé, balançant ses jambes dans le vide. Elle lui demanda, d'une voix étonnamment assurée, « Tu ne les aimes pas ?» « Ce n'est pas ça. Disons que j'ai du mal avec les gens qui croient que tout s'achète. » « C'est quoi, s'acheter ? C'est une façon qu'ont les gens d'oublier la valeur de la gratitude.
Elle ne saisit pas tout, mais la fatigue dans son regard s'était dissipée. Elle se leva et tira sur la manche de sa veste. J'ai faim. Jean-Pierre éclata d'un rire franc et profond, un rire qu'il n'avait pas eu depuis des années. Très bien. On cuisine ensemble? Ils préparèrent ce qui pouvait passer pour un dîner, des pâtes, des œufs, quelques tartines brûlées. Mais l'ambiance était radicalement différente. Clara l'observait en cachette, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. Et il prit conscience que cette cuisine, d'ordinaire si froide, résonnait de son nouveau, bien plus vivant que celui du couteau sur la planche, le bruit d'une fourchette sur une assiette, le son feutré d'un enfant qui mange. Une semaine s'écoula. La fillette commença à explorer le jardin. Elle longeait les parterres, ramassait les feuilles mortes et les alignait méticuleusement. Lorsqu'il l'interrogea, elle expliqua simplement, « Quand c'est droit, j'ai l'impression de respirer. » Jean-Pierre acquiesça sans plus de questions. Il comprenait que pour certains, ordonner le monde extérieur était la seule façon de mettre de l'ordre en soi. Un après-midi, elle lui tendit une feuille blanche. Dessus, elle avait maladroitement tracé les lettres CLARA. Il la regarda. « C'est toi qui as écrit. » Elle confirma d'un signe de tête. « Je ne me souviens que de ça. De rien d'autre. » Il plia le papier et le glissa dans la poche de sa veste. « Alors, on va commencer par ton nom. » Elle leva les yeux. « Si je ne me souviens plus qui j'étais, est-ce que je peux être quelqu'un de nouveau ?» Jean-Pierre la fixa si intensément qu'elle finit par baisser la tête. « Oui. À condition de ne jamais oublier qui t'a sauvé. » Un autre matin, on frappa à la porte alors qu'il lisait son journal. C'était l'assistante sociale, un dossier à la main. Elle sourit. « Nous avons les résultats. Aucune correspondance dans nos fichiers. La recherche est officiellement close. L'enfant restera donc avec vous jusqu'à une décision définitive. » Jean-Pierre opina. L'assistante sociale s'en alla. Clara était assise dans l'escalier, serrant la poupée en papier qu'il lui avait offerte la veille. Elle le regarda. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? » ?»« Elle a dit que tu allais rester ici un certain temps. »« Longtemps ? » ?»« Je l'ignore. Peut-être assez longtemps pour que tu apprennes à écrire d'autres mots. » La fillette sourit, faisant tourner le bout de papier entre ses doigts. « Alors, j'apprendrai à écrire Jean-Pierre. » Jean-Pierre eut un petit rire et se pencha pour lui ébouriffer les cheveux. « Jean-Pierre, c'est un nom difficile. »« Ce n'est pas grave si je l'écris mal, du moment que je m'en souviens, » dit-elle avec une légèreté qui lui serra le cœur. Il avait paraphé des centaines de contrats, signé des documents valant des millions, mais jamais un nom n'avait eu autant de poids. La nuit tomba. Pour la première fois, la maison n'était pas tout à fait silencieuse. Clara dormait dans la chambre voisine de la bibliothèque, la porte entr'ouverte. Jean-Pierre lisait des dossiers. Le journal et son nouveau titre étaient posés sur la table, Le héros et l'enfant sans nom. Il le plia et le mit de côté. Dans le couloir, Clara remua dans son sommeil et murmura « Monsieur Jean-Pierre ». Il écouta, immobile. Parfois, la voix d'un enfant suffit à donner une âme à la plus froide des demeures. Et c'était peut-être la seule chose véritablement réelle qui lui restait. L'histoire de Jean-Pierre Dubois et de la petite Clara se propagea avec une rapidité fulgurante, dépassant celle de tous ses projets immobiliers. Son nom était partout, dans la presse, à la télévision, au cœur de débats passionnés sur Internet. On le surnomma « l'homme providentiel », tandis que d'autres le qualifiaient de « maître de la communication », orchestrant le sauvetage de sa réputation. Jean-Pierre lisait ses commentaires par un matin gris. Son café avait refroidi. Clara, assise par terre, découpait des ronds dans du papier, le regardant par intermittence comme pour sonder son silence. La voix de sa secrétaire crépita au téléphone, « Il faut faire une déclaration, monsieur. Les investisseurs sont sur les dents. Le cours de l'action a perdu 3 points ce matin. » « À cause d'une enfant ?» demanda Jean-Pierre, d'un calme olympien. « Non, à cause de votre silence. Ils veulent connaître vos motivations. » « Mes motivations ? » Il eut un rire sans joie. Faut-il une motivation pour porter secours à quelqu'un ? Dans le monde des affaires, monsieur, chaque geste a une raison. Il ne répondit pas dehors, Clara s'appliquait à écrire. Chaque lettre était tracée avec une application tremblante, comme si le stylo pesait une tonne. Il s'approcha et posa une main légère sur son épaule, la faisant sursauter. « Que écris-tu ? » « Ton nom. » Mais mon R est toujours penché.
Ce n'est rien. Les choses qui penchent sont parfois les plus authentiques. Elle leva les yeux, sourit, et reprit son ouvrage. Il la regarda, envahi par un sentiment étrange, une paix si fragile qu'il savait que personne, à l'extérieur, ne pourrait y croire. 2 jours plus tard, une nouvelle réunion de crise fut convoquée. Chiffres, graphiques et analyses défilaient à l'écran. Le directeur de la communication prit la parole. « Monsieur, l'opinion publique se retourne contre nous. Sans une gestion de crise efficace, notre image de marque subira des dommages irréversibles. Votre proposition ? Une déclaration officielle. Nous organiserons une interview exclusive sur une chaîne nationale. Vous n'aurez qu'à donner des réponses courtes, humaines mais maîtrisées. Nous avons déjà préparé le script ? Jean-Pierre ne dit rien. Le mot « script » l'horripilait, mais face à la pression des actionnaires, il céda. L'interview eut lieu le jeudi soir. Les projecteurs l'aveuglaient, les caméras le fixaient. La journaliste, une jeune femme au sourire professionnel, attaqua « Monsieur Dubois, pourquoi avoir décidé de garder cet enfant plutôt que de la confier aux services compétents ?» Jean-Pierre fixa l'objectif et répondit lentement, articulant chaque mot, « Parce que je ne voulais plus jamais que quelqu'un gise sous la terre. » Un silence tomba sur le plateau. La journaliste, légèrement décontenancée, enchaîna avec un sourire forcé. Mais à la diffusion, sa réponse fut tronquée, réduite à un bandeau défilant, « Je ne voulais juste pas que quelqu'un gise sous la terre. » Le segment fut isolé et devint viral sur les réseaux sociaux, transformé en mème, en parodie. Une vague d'articles déferla, le millionnaire en pleine représentation, le rôle du père protecteur pour redorer son blason. Un éditorialiste alla même jusqu'à écrire « On ne sauve jamais par pure bonté, mais pour l'ivresse du pouvoir que cela procure. » Jean-Pierre lisait tout. Chaque mot était une torsion douloureuse. Au bureau, ses collègues l'évitaient. Dès qu'il entrait dans une pièce, les conversations cessaient. Lors d'une réunion, un jeune actionnaire l'interpella, « Monsieur Dubois, sauf votre respect, votre image personnelle nous fait perdre de l'argent. Que suggérez-vous ? » De déléguer temporairement la direction. L'entreprise doit se dissocier de ce scandale. Jean-Pierre le dévisagea longuement. Puis, il posa son stylo, frappa la table de sa paume et quitta la salle. La porte claqua sèchement, le son résonnant longuement. Le lendemain, le journal publia une photo de lui sortant de la réunion, l'air dur et fermé. Le titre, « Le héros à bout. Le masque tombe-t-il ?» Au même moment, Clara faisait ses premiers pas à l'école. Tout semblait bien se passer, jusqu'à cet après-midi où elle fut convoquée chez le directeur. « Pouvez-vous venir la chercher ?» dit la voix de l'institutrice au téléphone. Clara a eu un problème. À son arrivée, Jean-Pierre trouva la fillette prostrée dans un coin de la classe, les yeux rouges. L'enseignante expliqua à voix basse, un autre élève s'est moqué d'elle. Il a dit que vous jouiez la comédie pour la presse. Elle a très mal réagi, elle a lancé un livre. Jean-Pierre s'accroupit près d'elle. C'est vrai ? Clara ne répondit pas, se mordant la lèvre pour retenir ses larmes. Tu joues la comédie, demanda-t-elle d'une voix brisée. Il secoua doucement la tête. Non. Mais les gens préfèrent imaginer le pire plutôt que de croire au meilleur. Pourquoi ? Parce que croire au bien les obligerait à avoir honte d'eux-mêmes. La fillette se tut. Sur le chemin du retour, elle lui serra la main très fort. Elle ne dit plus un mot. Le soir, en passant devant sa chambre, Jean-Pierre vit sa lampe de bureau allumée. Il s'apprêtait à frapper, mais s'arrêta. Sur le mur, elle avait collé une feuille de papier, avec son écriture d'enfant mal assurée, « Je ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants avec toi. » Il resta là, un long moment. Cette écriture tremblante semblait tracée avec son souffle. Le lendemain matin, Jean-Pierre contacta son service de communication. À partir d'aujourd'hui, fermez tous mes comptes sur les réseaux sociaux. Plus aucune interview. Mais monsieur, il faut réagir. Non. Ma réaction est terminée. L'après-midi même, il remit sa lettre de démission du conseil d'administration, prétextant des raisons de santé. La réunion fut expéditive. Personne n'osa lui poser de questions. En quittant l'immeuble, il n'emportait qu'une seule chose, la note de Clara. La porte de l'ascenseur, en se refermant, lui renvoya son reflet flou. Dehors, la tempête médiatique redoublait. Le héros en déroute ou démasqué. Un nouveau titre s'afficha sur l'écran géant du hall. Jean-Pierre s'arrêta,
le lut, puis se détourna. Il avait l'habitude qu'on parle de lui, mais cette fois, c'était différent. Au milieu de ce vacarme, une petite voix intérieure, douce et pourtant glaçante, lui soufflait, si même la bonté est suspecte, alors l'avoir sauvé était-il une erreur? Aucune réponse. Seul le vent s'engouffrait entre les tours, froid et impersonnel. Il sortit sous une pluie fine. Une jeune journaliste se jeta sur lui, « Monsieur Dubois, un mot sur votre démission ?» Jean-Pierre s'arrêta et la regarda avec un calme surprenant. « Non. Je crois avoir assez parlé. Le reste, ils finiront bien par l'entendre. » La journaliste, confuse, ne comprit pas. Il s'éloigna, sa silhouette se fondant dans le crachin, comme pour s'y dissoudre. Dans le bureau qu'il venait de quitter, tout était à sa place. L'écran de son ordinateur était encore allumé. Il l'ouvrit une dernière fois, tapa quelques mots, et s'interrompit. La lumière blanche de l'écran éclairait son visage, révélant sa lassitude, mais aucune trace de défaite. Il sortit de sa poche la note de Clara. « Je ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants avec toi. » Le papier était corné, usé, mais il le déplia et le posa au centre du bureau. La lumière du jour filtrait par la fenêtre, baignant le message enfantin. Il le contempla longuement, comme s'il lisait dans ses lettres maladroites ce que le monde entier avait perdu, une confiance simple et pure, inaccessible aux adultes. Jean-Pierre referma son ordinateur, boutonna son manteau et quitta la pièce, doucement, sans un regard en arrière. Dehors, un nouveau jour se levait. Et quelque part dans une maison silencieuse, la petite Clara dormait, ignorant que l'homme qui l'avait sauvée venait de quitter le monde du pouvoir pour réapprendre à vivre parmi les siens. Depuis qu'il avait quitté le groupe, Jean-Pierre menait une existence paisible, comme si la part la plus tumultueuse de sa vie avait été amputée. Il se levait toujours à la même heure, préparait son café, parcourait le journal, et le refermait dès que son nom apparaissait. Les articles ne le touchaient plus, il lui confirmait seulement que le monde n'oublie jamais un homme qui a été puissant. Clara poursuivait sa scolarité, s'appliquant à l'écriture comme par habitude. Parfois, elle demandait, « Tu ne retournes pas au travail ?» « Non », répondait-il. « Le travail, c'est fini. »« Ça te rend triste ?» Il souriait sans répondre, et ce silence lui était plus léger que n'importe quelle parole de réconfort. Les jours s'écoulaient lentement, comme un long apprentissage du silence. Plus de secrétaires, plus d'agendas surchargés, plus d'appels urgents pendant le dîner. D'autres choses avaient pris leur place, le bruit du crayon de Clara sur la feuille, le tintement d'une cuillère, la fenêtre qu'on ouvre chaque matin. Un week-end, il emmena Clara se promener, pour la première fois depuis des semaines. Ils longèrent la vieille rue où son nom s'était autrefois affiché en grand sur des panneaux publicitaires, désormais remplacés par d'autres. Clara marchait à ses côtés, sa petite main agrippée au PAN de son manteau. À un coin de rue, elle s'arrêta. Sur le trottoir, un groupe d'enfants vendait des crêpes. Ils avaient son âge, leurs vêtements étaient sales, leurs pieds nus. Ils se partageaient des petits pains en riant, comme si la faim ne les avait pas encore atteints. Clara les observa, puis se tourna vers lui. « Ils n'ont pas de maison ? » ?»« Probablement pas, ils ont quelqu'un comme moi. » Jean-Pierre la regarda. « Et toi, qu'en penses-tu » Elle réfléchit, puis secoua la tête. « Non. Parce qu'ils sont ensemble. » Sa réponse le toucha profondément. Elle s'approcha du groupe, leur tendit la moitié de la crêpe qu'elle était en train de manger. Le plus jeune la regarda, étonné, puis lui sourit. Un sourire simple, sans gratitude calculée ni gêne. Juste un sourire. Jean-Pierre la laissa faire. Quand elle revint vers lui, il demanda, « Pourquoi as-tu partagé ?»« Parce que je n'avais plus faim. » »« Mais il ne t'avait rien demandé. » Elle répondit calmement, « Et je n'ai besoin de personne pour me dire ce que je dois faire. » De retour à la maison, Clara emballa le reste de sa crêpe avec un soin infini, comme un trésor. Elle le plia dans un papier blanc et le posa sur la table. Jean-Pierre passa près d'elle. « Que fais-tu ?»« Je le garde. Pour la prochaine fois. » Il ne dit rien, mais sentit quelque chose bouger en lui, comme une porte longtemps fermée qui s'entr'ouvre. Le soir, pendant que Clara dormait, il consulta une carte de la région sur son ordinateur. Puis, pour la première fois depuis des semaines, il appela un ancien contact des services sociaux. « J'aurais besoin d'informations sur les enfants qui vendent à l'angle de la 9e rue. »« Quels sont vos projets, monsieur ?» « Juste m'informer. » 3 jours plus tard,
il reçut un rapport. Les enfants n'étaient pas scolarisés et vivaient dans un entrepôt désaffecté. Aucun n'avait de papier. Jean-Pierre lut le rapport jusqu'au bout, puis effectua un virement. Une somme modeste, suffisante pour un logement décent pendant quelques mois. Il ne mit pas son nom. Une semaine après, les réseaux sociaux s'embrasèrent, un donateur anonyme a payé le loyer pour un groupe d'enfants de la rue dans la Loire-Valais. Les spéculations allèrent bon train. Certains parlaient d'une fondation, d'autres étaient persuadés qu'il s'agissait de Jean-Pierre Dubois. Plus il démentait, plus on le croyait. Un journaliste le photographia avec Clara dans un parc. La photo devint virale, légendée, la tentative de rédemption par la charité. Jean-Pierre lut l'article sans un mot. Clara ne comprenait pas, ils disent que tu veux revenir. Mais revenir où? Elle secoua la tête. Ils disent que je ne peux pas comprendre. Oui, dit-il. Ils ont sans doute raison. Tu es trop jeune pour comprendre pourquoi les gens se méfient de la bonté. Dès ce jour, il lui mit une casquette chaque fois qu'il sortait, pour la protéger des regards. Non par peur pour elle, mais par peur que ses regards ne ternissent la pureté de ses yeux. Le soir, il lisait moins les journaux et lui apprenait à écrire des lettres. C'est quoi, une lettre? C'est une façon de dire les choses qu'on ne peut pas dire en face. Un secret. Non. Une vérité. Mais une vérité qui a besoin de temps pour être comprise. Elle s'installa à la table et s'appliqua. Quand elle eut fini, elle plia la feuille et sourit. Je t'en ai écrit une. Et qu'as-tu écrit? Je ne peux pas te le dire. Je te la donnerai quand tu seras triste. Il eut un petit rire. Il faut donc que je sois triste? Pas forcément. Mais je pense que ça arrivera. Le lendemain, le gardien lui remit une enveloppe. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, une feuille pliée, une écriture maladroite et anonyme. On peut sauver un enfant, mais on ne peut pas sauver le monde. Vous l'apprendrez bientôt. Jean-Pierre la lut plusieurs fois, puis la plia soigneusement. Ni colère, ni inquiétude. Juste le sentiment d'une ombre qui le suivait. Il la rangea dans un tiroir, à côté de la lettre de Clara. Le soir, il lui raconta une histoire. Il était une fois un homme qui voulait changer le monde avec un seul geste. Et il a réussi? Non. Le monde était trop grand. Mais il a compris quelque chose. Parfois, il suffit de changer une seule personne pour que le monde soit différent. Clara pencha la tête. Comme nous deux? Jean-Pierre sourit, le regard adouci. Peut-être. Ou peut-être que c'est moi qui apprends à devenir cette personne. Elle hocha la tête et se blottit sous la couverture, sa voix déjà ensommeillée. Alors, on ressort demain. On trouvera peut-être quelqu'un d'autre qui a besoin d'un gâteau. Oui, demain, répondit doucement Jean-Pierre, sa voix se fondant dans l'obscurité. Cette nuit-là, il ne dormit pas. La lettre anonyme tournait en boucle dans sa tête. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Il sortit sur le balcon. Le vent froid charriait des odeurs de fumée et de bitume mouillé. En bas, les lampadaires découpaient des ombres fugitives, des vies inconnues, des destins qu'il ne croiserait jamais. Il se dit que l'auteur de la lettre n'avait peut-être pas tort. Il ne pouvait pas sauver le monde entier. Mais il pouvait encore ouvrir une porte, même une toute petite, juste le temps de laisser passer un peu de lumière. Dans la maison, la respiration douce et régulière de Clara était comme une brise légère. L'automne apporta son lot d'épaisses enveloppes. Chaque matin, le gardien déposait une nouvelle pile de courriers, des lettres lourdes, chargées de récits de misère. Jean-Pierre ne se sentait plus la force de toutes les ouvrir. Elles commençaient toutes de la même manière, « Cher monsieur Dubois, on m'a dit que vous étiez un homme bon. » Au début, il les avait toutes lues, avait envoyé de l'argent, des médicaments, des promesses. Mais en quelques semaines, les demandes affluèrent plus vite que ses dons. On l'appelait, on lui envoyait des emails, on faisait la queue devant sa porte. Chacun avait une bonne raison de solliciter son aide, et la plupart étaient sincères. Clara, souvent assise dans le salon, observait ce défilé par la fenêtre. Elle ne disait rien, se contentant de regarder les visages, d'abord pleins d'espoir, puis déçus. Un soir, dans le calme revenu, elle demanda à voix basse, « Tu les aides tous ?»« J'essaie. »« Et si tu n'y arrives plus ?» Jean-Pierre la regarda et esquissa un sourire las. « Alors, ils penseront que je suis un homme mauvais. »
La réputation de Jean-Pierre Dubois, le mystérieux philanthrope, fit les gros titres. Mais une semaine plus tard, la presse changea de ton. On découvrit qu'une organisation utilisait son nom pour une collecte de fonds frauduleuse. Lorsque l'affaire éclata, les photos de Jean-Pierre refirent surface à la télévision, légendée, de l'homme d'affaires au cœur d'une escroquerie à la charité. Le téléphone se remit à sonner. Un journaliste, posté devant la grille, hurlait « Avez-vous un lien avec cette association ?» Jean-Pierre ne répondit pas. Il tira les rideaux et alla retrouver Clara. Elle était assise dans un coin, les mains sur les oreilles. « Je ne veux plus aller à l'école. »« Pourquoi ? » ?»« Mes camarades disent que les adultes mentent. Ils disent que tu fais ça pour être célèbre. » Jean-Pierre s'agenouilla près d'elle. « Tu crois que c'est pour ça ?» Elle secoua la tête, la voix étranglée par les sanglots. « Je ne sais pas. Mais je ne supporte pas qu'on dise du mal de toi. Les gens parlent toujours de ce qu'ils ne comprennent pas, alors pourquoi tu continues à les aider ?» Il marqua un long silence avant de répondre, « Parce que si j'arrête, je deviens comme eux. » Quelques jours plus tard, Jean-Pierre rentra tard. La maison était éclairée, mais un silence étrange y régnait. Clara était à la table de la salle à manger, pliant de vieux papiers. Elle les façonnait en petites maisons qu'elle alignait avec une précision méticuleuse. « Que fais-tu » L'enfant ne leva pas les yeux. « Des maisons. »« Pour qui ?» ?»« Pour ceux qui n'en ont pas. » Il s'assit et l'observa. Chaque maison de papier était fragile, un peu de travers, mais elles se tenaient les unes contre les autres, comme pour se soutenir mutuellement. Alors qu'il allait quitter la pièce, elle l'appela « Monsieur Jean-Pierre. » « Oui. Je crois que s'il y avait plus de maisons, les gens ne dormiraient pas dehors. » Il s'immobilisa. Cette simple remarque lui transperça le cœur. Plus tard, quand Clara fut couchée, il resta à table, contemplant la rangée de maisons en papier. La lettre anonyme, posée dans un coin, semblait attendre son heure. Vous pouvez sauver un enfant, mais vous ne pouvez pas sauver le monde. Les mots résonnèrent, plus nets, plus profonds. Mais cette fois, il n'eut pas peur. Le lendemain matin, Jean-Pierre rejoignit une vieille connaissance, Stéphane Moreau, un ancien partenaire en affaires. Ils se retrouvèrent dans un bistrot tranquille, assis face à face, deux mondes que tout séparait. « J'ai besoin de toi », commença Jean-Pierre. « Je réfléchis à un concept de logement temporaire à bas coût pour les sans-abri. Montage rapide, démontage facile, coût minimal. » Stéphane eut un sourire ironique. « Toujours en mode sauveur du monde ? Je ne sauve personne. Je pense juste que les gens ont droit à un toit. Les gens ont droit à beaucoup de choses. Mais c'est le rôle de l'État, Jean-Pierre. Pas le nôtre. » Jean-Pierre fixa son ancien ami et baissa la voix. « Tu m'as raconté un jour que, jeune, tu avais dormi dans la rue. » Stéphane se renfrogna. « Et je m'en suis sorti tout seul, sans la pitié de personne. Tout le monde n'a plus la force de se battre. » Le silence s'installa. La conversation s'acheva sans qu'ils aient trouvé un terrain d'entente. En quittant le bistrot, Jean-Pierre sut qu'il venait de perdre un autre ami. Quelques jours plus tard, il apprit une mauvaise nouvelle. L'abri de fortune du groupe d'enfants qu'il avait aidé avait été rasé pour un projet immobilier. Jean-Pierre s'y rendit. Le ciel était d'un gris de plomb, le vent soulevait la poussière. À l'endroit du campement, il ne restait qu'un terrain nu, jonché de quelques haillons déchirés. Un nouveau panneau trônait au milieu, chantier interdit au public. Clara se tenait près de lui, sa main agrippée à son manteau. Le silence n'était rompu que par le sifflement du vent et une odeur tenace de détritus brûlé. « Tonton, » dit doucement la fillette, « ils sont partis où, les gens ? » « Je ne sais pas, on ne peut plus les aider, alors ?» Il baissa la tête. « Je crois qu'on n'a pas encore fini. »« Tu vas leur trouver un autre endroit, » dit. Jean-Pierre se tourna vers elle. Son regard clair l'obligea à être sincère. « Je vais essayer. » Sur le chemin du retour, Clara s'endormit à l'arrière, sa tête contre la vitre. Jean-Pierre ralentit sa Citroën 2CV et la regarda dans le rétroviseur. Son visage apaisé lui serra le cœur. Une fine pluie se mit à tomber, striant la vitre sale. Il changea de direction, ne rentrant pas chez lui, mais se dirigeant vers un terrain abandonné qu'il possédait encore en Normandie, une friche où il avait autrefois projeté de construire un complexe commercial. La voiture s'immobilisa. Il resta un long moment dans le silence et l'obscurité, les mains crispées sur le volant.
Un vieux panneau, couvert de poussière, annonçait « Projet Horizon démarrage 2017, travaux suspendus ». Jean-Pierre sortit. L'air froid et humide le saisit. Le sol était spongieux, une odeur âcre d'herbe folle flottait dans l'air. Il leva les yeux vers le ciel opaque, se sentant incroyablement vide. Une pensée émergea, lentement mais avec force, comme une braise qui se ranime. Peut-être que le monde n'avait pas besoin d'un énième centre commercial. Peut-être avait-il besoin d'un lieu où ceux qui n'ont plus rien peuvent se reconstruire. Son regard erra sur les piliers de béton inachevés qui dessinaient de longues ombres sur le sol. Clara dormait toujours, son visage serein malgré le froid. Jean-Pierre murmura, comme pour lui-même, « Je ne peux peut-être pas sauver le monde. Mais je peux peut-être tout recommencer, ici. » À cet instant, la frontière entre l'échec et l'espoir s'effaça. Il ne restait qu'un homme, un enfant et un terrain vague où quelque chose allait renaître. Ce terrain vague s'étendait à une quinzaine de kilomètres de la ville, une plaine grise et désolée où les mauvaises herbes poussaient entre les briques et les barres d'acier rouillées. Jean-Pierre se tenait au milieu, silencieux. Il n'avait plus rien à perdre, mais une envie de recommencer le dévorait. Pas pour bâtir une tour, mais pour construire un refuge. Il embaucha quelques ouvriers du coin, des visages burinés par le travail qu'il n'aurait jamais remarqué auparavant. Pas de plan complexe, juste du solide, un toit pour s'abriter de la pluie. « C'est pour quel type de bâtiment, monsieur ?» lui demanda un maçon. Jean-Pierre répondit simplement, d'une voix basse, « Pour des gens. » Les premiers jours, le travail se fit en silence. Jean-Pierre portait lui-même des planches, préparait le ciment, ses mains devenant calleuses et sales. Clara le suivait partout, une petite silhouette au milieu des matériaux, balayant, nettoyant, distribuant les baguettes qu'il apportait pour l'équipe. Le soir, ils se réunissaient autour d'un feu. Un homme, un ancien sans-abri, lui demanda « Pourquoi vous faites ça ?»« Pour que les gens aient un endroit où dormir. »« Quels gens ?»« Ceux qui n'ont personne. » L'homme eut un rire amer. « Vous êtes comme moi, avant. Vous croyez qu'on peut réchauffer le monde entier. » Une semaine plus tard, le premier toit de tôle fut posé. La rumeur se répandit, Jean-Pierre Dubois, l'ex-milliardaire, construisait un camp privé pour les pauvres. D'abord, quelques errants se présentèrent, puis leur nombre grandit de jour en jour. Ils arrivaient avec des couvertures usées, de vieilles valises, quelques photos jaunies, les vestiges de leur vie passée. Clara leur distribuait des baguettes, ses petites mains tremblant de froid. Elle lui murmura, « Tonton, je crois que ça va devenir une vraie maison. » Jean-Pierre acquiesça, le regard partagé entre l'espoir et la fatigue. « Si ça tient jusqu'à l'hiver, alors oui, ce sera une maison. » Mais l'hiver s'annonçait rude. Un journaliste découvrit le camp, prit des photos et publia un article au titre accusateur, « Le millionnaire s'offre une opération compassionnelle. » La tempête médiatique reprit de plus belle. On le traita de faux philanthrope, on se moqua de son besoin de publicité. Les autorités locales lui envoyèrent une mise en demeure pour construction illégale. Jean-Pierre fut convoqué. Un jeune fonctionnaire lui dit d'une voix neutre, « Monsieur Dubois, vous connaissez la loi. Ce projet est illégal. » Ce n'est pas un projet. Qu'est-ce donc? Un abri d'urgence. Pour qui? Pour ceux que tout le monde a oubliés. Le fonctionnaire le regarda avec un mélange de pitié et d'exaspération. Votre générosité est louable, mais la loi n'a pas d'état d'âme. C'est bien pour ça que les gens ont besoin de générosité, répondit doucement Jean-Pierre. La rencontre se solda par une amende et le gel de ses derniers avoirs. L'administration exigea la démolition de l'abri sous 3 jours. Cet après-midi-là, une pluie glaciale s'abattit sur le camp. Clara, recroquevillée dans un coin de la baraque, toussait. Jean-Pierre la couvrit, mais elle grelottait. « Tu ne devrais pas me garder, murmura-t-elle. Tu croyais être la seule à avoir besoin d'être sauvée? Ce n'est pas toi qu'il faut sauver. » Jean-Pierre s'assit près d'elle. « Peut-être qu'on en a tous besoin. On le cache juste différemment. » La nuit, la fièvre de la fillette monta en flèche. Il la conduisit à l'hôpital en urgence. Diagnostic, pneumonie, hospitalisation immédiate. Les frais sont élevés. Avez-vous une mutuelle? Demanda le médecin. Jean-Pierre secoua la tête. Plus maintenant. Il quitta l'hôpital, fouillant ses poches. Il ne lui restait qu'une montre en argent, unique cadeau de son père, celui qui lui avait appris que le temps est la seule chose qui ne s'achète pas.
Le lendemain, il se rendit au mont-de-piété. Le prêteur sur gage examina la montre. Belle pièce. Ancienne. Rare. Voilà ce que je peux vous en donner. Jean-Pierre accepta. C'est assez pour retenir quelqu'un à la vie. La nouvelle qu'il avait vendu sa montre pour soigner la fillette se répandit comme une traînée de poudre. Pour la première fois depuis des mois, l'opinion publique se tut. Puis, elle bascula. Un journal écrivit, l'homme qui avait exhumé une vivant aujourd'hui son propre temps pour en sauver une autre. Le titre fut partagé des milliers de fois. Les commentaires s'adoucirent. On s'est peut-être trompé sur lui. Maintenant qu'il n'a plus rien à prouver, ses gestes sont vrais. Les jours suivants, des lettres affluèrent à l'hôpital, toutes adressées à Jean-Pierre. La plupart venaient d'inconnus. Le virement anonyme de l'an dernier m'a permis de sauver ma boutique, écrivait l'un. Vous ne me connaissez pas, mais votre don a permis à mon fils de survivre, écrivait une autre. Jean-Pierre les lisait toutes, les mains tremblantes. Clara se réveilla et le vit assis à son chevet, le regard humide. « Tu pleures » demanda-t-elle. « Non. Je réfléchis. La gentillesse ne meurt jamais. Elle circule. Et où va-t-elle ? Vers ceux qui ont le courage de ne pas en douter. » La fillette sourit faiblement et lui prit la main. « Tu m'as encore sauvé. »« Non, Clara. C'est toi qui m'as sauvé de moi-même. » En fin d'après-midi, alors que le médecin annonçait la sortie prochaine de Clara, une infirmière lui apporta une enveloppe blanche. Pas d'expéditeur. Juste ces mots, pour Monsieur Dubois. À l'intérieur, un chèque d'un montant considérable et une note manuscrite, maintenant, vous allez pouvoir en sauver quelques autres. Jean-Pierre regarda la note, plia le chèque et ne dit rien. Il se tourna vers Clara, endormie. Le soleil couchant filtrait par la fenêtre, baignant son visage d'une lumière douce, comme si le monde entier retenait son souffle. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait ni riche, ni pauvre, ni en échec. Il se sentait simplement humain, réapprenant à être bon, non pour se justifier, mais pour croire, encore un peu, que cela avait un sens. Et dans cette lumière déclinante, il sut une chose, malgré tout, il avait encore la force de se relever. Non parce que le monde avait besoin de lui, mais parce que Clara avait besoin de voir que la bonté, même piétinée, finit toujours par repousser. L'annonce de l'aide communautaire reçue par Jean-Pierre et Clara se propagea plus rapidement qu'ils ne l'auraient cru. Les premiers dons arrivèrent un lundi. La banque l'appela, la voix de l'employé pleine de suspicion, « Monsieur Dubois, nous recevons une multitude de petits virements. Quelques euros par-ci, par-là, souvent accompagnés d'un message de remerciement pour votre aide passée. » Jean-Pierre répondit simplement, « Merci. » Laissez-les. Il ne garda rien pour lui. L'argent fut réparti dans des enveloppes qu'il distribua en personne. C'était sa seule façon de rendre ce qu'on lui donnait. Le premier jour, il se rendit dans un quartier populaire en périphérie d'une ville de France. Les maisons étaient délabrées, les enfants jouaient au milieu des détritus. Il frappa à chaque porte, se présenta, offrit de l'argent et des baguettes. Certains acceptèrent avec gratitude et refermèrent leurs portes. D'autres le regardèrent avec méfiance. « Qui êtes-vous ? Pourquoi vous nous donnez ça ? » « Je suis juste quelqu'un qui a été aidé, » répondit-il. Tous ne le crurent pas, encore un coup de pub, marmonna l'un d'eux. Il ne s'en offusqua pas. Il s'était fait à l'idée que la bonté devait d'abord prouver sa sincérité. Clara l'accompagnait, notant les noms dans un petit carnet. Madame Miller, 2 enfants. Monsieur Raymond, au chômage. Madame Lila, seule. Après chaque distribution, elle demandait, « Tonton, on a aidé combien de gens aujourd'hui ? » « Je ne compte pas, pourquoi ? » « Parce que si je compte, j'aurai l'impression d'en avoir fait assez. » Sa question la laissa pensive. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait. Mais en quelques semaines, la situation devint incontrôlable. Le bruit se répandit. Les gens affluèrent. Des vrais pauvres, et des faux. Un groupe de jeunes, se disant réfugiés, prit l'argent et s'évanouit. Jean-Pierre se contenta d'écrire dans son registre, « Certains ont besoin d'argent, d'autres de confiance. » Clara, le voyant faire, demanda, « Ils t'ont menti. Pourquoi tu n'es pas en colère ? La colère ne rend personne plus honnête. Mais tu perds de l'argent. Je préfère perdre de l'argent que la foi. » La fillette ne répondit pas, mais le regarda avec une intensité nouvelle.
Elle comprenait peut-être pour la première fois que la force de cet homme ne résidait pas dans sa voix, mais dans son silence. Quelques semaines plus tard, un événement étrange se produisit. Les habitants du quartier changèrent d'attitude. Un matin, en ouvrant sa porte, Jean-Pierre découvrit des sacs de riz, des vêtements, du lait et un mot « On n'a pas grand-chose, mais on sait que vous en ferez bon usage ». Le lendemain, d'autres dons arrivèrent. La petite maison devint un centre de collecte improvisé. On l'appela « la maison des donneurs ». Jean-Pierre laissa faire. Il installa simplement une pancarte, pas besoin de demander. Juste de partager. Un après-midi, en rentrant d'une longue tournée, il trouva Clara assise au milieu du salon, découpant des carrés de papier. Sur chaque carré, elle écrivait une petite phrase qu'elle accrochait au mur. Tonton a souri aujourd'hui, les pauvres n'ont pas besoin de pitié, mais d'un endroit où se tenir, si tout le monde donne un peu, personne n'a besoin de demander. Jean-Pierre s'arrêta devant le dernier papier. Il le lut, le décrocha, le plia et le mit dans son portefeuille. Celui-là, il vaut mieux le garder sur soi, dit-il. Il te plaît? Non. J'en ai besoin. Le soir, sur le perron, Clara à ses côtés, il regardait le mur couvert de notes. Tu es fatigué, demanda-t-elle. Oui. Mais la fatigue, ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui agissent se fatiguent. Elle réfléchit, puis posa sa tête sur son épaule. S'il te critique encore demain, tu arrêteras. Il sourit. On peut critiquer une action, Clara. On ne peut pas arrêter ce qui est juste. Elle hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, comme si cette réponse suffisait à la rassurer sur le monde entier. Le lendemain, le facteur apporta une pile de documents officiels. Avis d'urbanisme, dit-il. Votre maison est dans une zone de rénovation. Vous avez 30 jours pour partir. Jean-Pierre lut le document. La mention, acquisition forcée sans compensation, était en gras. Il ne dit rien, le plia et le posa sur la table. Clara s'approcha. Qu'est-ce que c'est, tonton? On doit déménager. Où? Je ne sais pas encore. Mais ce n'est pas grave. Une maison, ce n'est pas qu'un lieu. C'est quoi alors? C'est un endroit où, même quand on est parti, quelqu'un se souvient qu'on a été là. La fillette se tut, le regard perdu. Puis elle retourna à la table, prit son stylo et écrivit une nouvelle note qu'elle accrocha au milieu du mur. Si un jour on doit partir, laissons au moins un endroit où trouver la bonté. Ce soir-là, Jean-Pierre contempla la maison. Les murs étaient recouverts des notes de Clara, autant de remerciements, de parcelles d'espoir. Il réalisa qu'elle avait fait de ce lieu ce qu'il avait toujours cherché, un refuge. On frappa. Une femme se tenait sur le seuil, un sac de riz à la main. Monsieur Dubois, vous m'aviez donné de l'argent. J'ai retrouvé du travail. Je voulais vous rendre un peu. Jean-Pierre accepta en hochant la tête. Merci. Je le donnerai à quelqu'un d'autre. Non. Gardez-le. Pour avoir la force de continuer. Il la regarda s'éloigner dans la nuit. Clara le rejoignit. Tu vois? Dit-elle doucement. Quoi donc? La bonté. Elle revient. Jean-Pierre la regarda et sourit. Non, Clara. Elle n'est jamais partie. On a juste été assez patient pour l'attendre. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le vent faisait bruire les notes sur le mur, comme des centaines de murmures. Il savait que dans 30 jours, cette maison n'existerait plus, mais que ce qu'elle symbolisait demeurerait. Parce que cela avait été écrit, lu, et cru. En regardant Clara écrire une nouvelle note, il comprit soudain. Il ne s'agissait pas de riches aidant des pauvres, mais de deux êtres partageant une foi, la seule chose qui grandit quand on la divise. À l'aube, Jean-Pierre accrocha une dernière note au mur. Une seule phrase, on ne peut pas garder la maison, mais on peut garder la manière dont on y a vécu. La petite maison du quartier populaire n'était plus un simple abri. Elle était la preuve que la bonté, même arrachée à la terre, trouve toujours le moyen de repousser dans le cœur des hommes. Le matin du départ, une foule silencieuse se tenait devant la grille. Certains brandissaient des pancartes, d'autres pleuraient. Une vieille femme prit la main de Jean-Pierre. Vous ne pouvez pas partir. Cette maison est aussi la nôtre. Il la regarda, la voix brisée. On ne peut pas posséder ce qui appartient à la terre. Mais on peut garder le souvenir de la vie qu'on y a menée.
Malgré des centaines de signatures envoyées à la mairie, la décision fut maintenue. Le jour J, alors que le camion de déménagement arrivait, les gens lui demandèrent de conserver la pancarte « La maison des donneurs ». Il acquiesça. Accrochez-la là où les gens continuent de se chercher, pas là où j'ai vécu. Clara, à côté de lui, serrait son cartable, son regard balayant une dernière fois chaque recoin de la maison. Quand la voiture démarra, elle ne se retourna pas. Un vieil ami de Jean-Pierre, un menuisier nommé Louis Martin, les hébergea dans un entrepôt désaffecté derrière son atelier. Le toit de tôle était percé, mais il y avait des murs et une porte. Ce n'est pas grand-chose, mais vous serez en sécurité, dit Louis. Jean-Pierre sourit. C'est tout ce qui compte. Les premiers jours, il continua ses distributions. Plus de tables, plus de pancartes, mais il persévéra. Chaque matin, Clara préparait les colis, barrant sur sa liste les noms de ceux déjà servis. L'autre maison te manque, demanda-t-elle. Oui. Mais j'ai compris qu'une maison n'a pas besoin de murs. Juste de quelqu'un qui vous attend. Il dit cela en nouant un carton. Un geste simple, mais qui, pour Clara, sonnait comme une promesse, où qu'ils aillent, la bonté les accompagnerait. La nouvelle que Jean-Pierre continuait son œuvre, même ruinée, se répandit. Une semaine plus tard, les gens qui l'avaient aidé vinrent le trouver. Ils n'apportaient pas de remerciements, mais de la nourriture, des couvertures, du lait, et leurs bras pour l'aider. Vous nous avez aidés. C'est à notre tour, dit l'un d'eux. Jean-Pierre hocha la tête, les larmes aux yeux. Je n'ai aidé personne. Je vous ai juste montré que vous pouviez encore donner. Bientôt, des abris de fortune furent érigés autour de l'entrepôt pour stocker les dons. Aucune organisation, juste un élan de solidarité spontanée. Maintenant, on est tous des Monsieur Jean-Pierre, dit un enfant en riant. Un après-midi, des journalistes le retrouvèrent. On veut faire un reportage, dit le caméraman. L'homme qui a tout perdu mais continue de donner. Juste quelques mots. Jean-Pierre refusa. Pas la peine. Cette histoire n'est plus la mienne. Mais les gens veulent voir votre visage. Non. Ils ont juste besoin de se voir les uns les autres. Ils le filmèrent à son insu. La vidéo, postée le soir même, fut légendée, l'homme qu'on disait imposteur vit aujourd'hui au milieu de ceux qu'il a sauvés. Elle devint virale. Des millions de vues, des milliers de commentaires. Il faut l'aider. Il fait ce que l'État ne fait pas, la bonté ne meurt pas, elle se transmet. Un fonds de solidarité fut créé à son nom, mais géré par la communauté elle-même. Clara regarda la vidéo. Il parle de toi. Jean-Pierre sourit. Non. Il parle d'eux. De tous ceux qui se sont mis à donner. Cette nuit-là, il plut à verse. Le toit de l'entrepôt vibrait. Clara dormait, mais Jean-Pierre était encore en train d'écrire dans son registre. Le vent s'engouffra par une fissure. Un craquement. Une partie du toit s'effondra. Il se précipita, protégeant Clara de son corps. Un madrier lui heurta l'épaule. Une douleur fulgurante. À son réveil, à l'hôpital, Clara était à son chevet. Son visage était sale, mais ses yeux brillaient. Tu vas bien. Les gens sont venus. Quels gens? Les gens de notre maison. Ils ont réparé le toit, apporté des couvertures. Et ils ont reconstruit la pancarte. Jean-Pierre se redressa. Sur la table, il vit la vieille pancarte. La peinture était écaillée, mais on lisait encore « La maison des donneurs ». En dessous, une nouvelle phrase avait été gravée « Si tu n'as plus de lieu pour donner, donne le lieu où tu es ». Il caressa le bois rugueux, une chaleur l'envahissant. Qui a bien pu ajouter ça, demanda Clara. Quelqu'un qui a compris que ce qu'on donne, parfois, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on est. Le soir, il regardait par la fenêtre de l'hôpital. Dehors, les gens faisaient la queue sous la pluie pour prendre de ses nouvelles. Une infirmière, étonnée, lui dit « Ils ne demandent rien. Ils veulent juste savoir si vous allez bien. » Jean-Pierre hocha la tête. « Dites-leur que je vais bien. Et que maintenant, c'est à leur tour. » Le lendemain matin, il demanda à sortir. Avant de partir, il écrivit une lettre à son vieil ami du bâtiment. « Il me faut un terrain dont personne ne veut. Le plus abandonné possible. Je ne veux pas construire des murs, mais reconstruire la confiance. Si tu te souviens de moi, aide-moi à recommencer.
Pas comme un homme d'affaires, mais comme un homme qui a eu une maison. Il plia la lettre. Clara le regarda. Tu vas encore construire une maison? Pas pour moi. Pour ceux qui se cherchent encore. La fillette sourit. Alors, cette fois, c'est moi qui écris la pancarte. Et qu'est-ce que tu écriras? Elle réfléchit. Je ne sais pas encore. Mais sûrement plus la maison des donneurs. Pourquoi? Parce que maintenant, tout le monde s'est donné. Jean-Pierre eut un rire doux comme une brise. Il regarda par la fenêtre. Le premier soleil après la pluie illuminait le mur blanc. Sa blessure à l'épaule était douloureuse, mais c'était une douleur vivante, celle qui vous rappelle que vous avez encore une tâche à accomplir. Ce matin-là, au milieu des bruits du couloir, il glissa l'enveloppe dans sa poche et quitta l'hôpital avec Clara. Personne ne savait où ils allaient. Mais peu importait. Tant qu'il y aurait 2 personnes et une vieille pancarte en bois, la bonté recommencerait, comme si elle n'avait jamais cessé d'exister. Le terrain se trouvait en périphérie de la ville, une friche balayée par le vent. Un panneau rouillé indiquait encore « Projet Horizon démarrage 2017 ». Jean-Pierre se tenait au milieu, la main sur le panneau. Il se souvenait, il avait voulu construire ici un complexe de luxe. Ça allait devenir un refuge pour ceux qui n'avaient plus rien. On commence par où, tonton? Demanda Clara, excitée. Par là où le sol est plat. Comme dans la vie, pour se relever, il faut d'abord trouver un appui. Au début, il n'avait que quelques poutrelles métalliques et des tôles tordues. Jean-Pierre appela d'anciens contacts du BTP, demandant des surplus de matériaux. Personne ne posa de questions. De petits camions arrivèrent, chargés de briques, de bois, de ciment, et même de quelques ouvriers bénévoles. Clara tenait le registre des arrivants. Elle écrivait d'une main appliquée, Pierre Durand, 68 ans, ex-charpentier. Manon, mère seule, 2 enfants. Léo, enfant des rues, ne sait pas lire. Le soir, autour du feu, Jean-Pierre lisait les noms à voix haute. Tu vois, chaque nom est une maison à bâtir. On est en train de les reconstruire. Clara acquiesça, les yeux brillants. Tu crois qu'on aura assez de place pour tout le monde? Il ne s'agit pas d'avoir de la place. Il s'agit que chacun, en arrivant ici, sente qu'il n'est plus seul. La rumeur du refuge se répandit. Mais elle ne fit pas que des heureux. Un après-midi, des riverains se présentèrent. Monsieur Dubois, dit l'un d'eux, nous respectons votre action, mais votre camp fait chuter la valeur de nos biens. Les investisseurs se retirent. Pensez-vous un peu à nous? Jean-Pierre, les vêtements couverts de poussière, le regard calme, répondit lentement, j'ai vécu dans des quartiers de grande valeur. Mais rien n'a jamais eu autant de valeur à mes yeux que de voir un homme dormir en paix. L'homme voulut répliquer, mais renonça. Le groupe se dispersa. Clara, inquiète, demanda, tu n'as pas peur qu'il te déteste? On ne déteste jamais longtemps quelqu'un qui fait le bien, Clara. On a juste peur que son bien nous oblige à changer. Quelques jours plus tard, les autorités débarquèrent, rapport d'inspection et ordre d'évacuation sous 7 jours. Jean-Pierre ne protesta pas. Il dit seulement, d'une voix égale, j'aiderai tout le monde à partir. Mais accordez-nous ces 7 jours. Pour qu'ils dorment une dernière fois sous un toit. Le fonctionnaire, après avoir regardé les visages fatigués des résidents, acquiesça et repartit. Cette nuit-là, autour du feu, Clara demanda, s'il nous oblige à tout détruire, tu feras quoi? Je recommencerai. Où? Là où les gens n'ont plus envie de détruire. Le lendemain, des dizaines de personnes arrivèrent. Pas des journalistes, mais des visages connus, la femme aux frais médicaux, le jeune de l'entrepôt, la vieille dame du premier repas. Il apportait des outils, des matériaux, et des feuilles de papier. On est venu signer, dit la femme. Quoi donc? Demanda Jean-Pierre. Un engagement. On se porte garant de notre lieu de vie. Vous pourrez le donner au gouvernement. Clara regarda les listes. Des dizaines, puis des centaines de noms. Ceux qui l'avaient aidé le protégeaient à leur tour. 3 jours plus tard, la presse s'empara de l'histoire. Un grand quotidien titra « Le lieu où les sauvés deviennent sauveurs ». La photo montrait un village de tôle et de sourires. Pour la première fois, l'opinion publique était unanime. La pression médiatique obligea les autorités à réexaminer le dossier. Une semaine après, un nouveau document fut signé, le terrain Horizon était autorisé à demeurer un abri humanitaire temporaire,
sous le nom de la colline Lumière. En apprenant la nouvelle, Clara se jeta dans ses bras, en larmes. Tonton, ils ont accepté. Jean-Pierre sourit doucement. Ce n'est pas qu'ils ont accepté. C'est qu'ils se sont souvenus que la bonté, aussi, fait partie de la loi. Les mois suivants, la colline Lumière prit vie. On entendait les enfants apprendre à lire, les rires se mêlaient aux coups de marteau. Jean-Pierre avait ouvert une petite classe. La jeune Manon, autrefois si craintive, savait maintenant écrire le mot « espoir ». Clara accrocha une pancarte sur la première maison, maison numéro 1, là où la lumière a commencé. L'après-midi, Jean-Pierre s'asseyait sur une chaise et regardait le soleil se coucher. Le vent apportait les odeurs de la cuisine communautaire, l'odeur des viennoiseries et de la terre. Il entendait la voix claire de Clara qui lisait des histoires aux enfants. Son corps déclinait, mais son regard restait vif. Chaque matin, il écrivait dans son registre « Un toit de plus ». Un homme qui sait lire. Un enfant qui dit merci. Un soir, Clara le trouva à son bureau, le stylo suspendu au-dessus du papier. « Tu es fatigué ?»« Non. Je me demande ce que je vais laisser. »« Tu as déjà laissé les maisons. »« Les maisons vieillissent, Clara. Je veux te laisser quelque chose que le temps ne peut pas détruire. »« Quoi ? » ?»« La foi. » Elle se tut et s'assit près de lui, lui prenant la main. Le lendemain matin, Jean-Pierre signa ses derniers papiers. L'écriture était tremblante, mais lisible, transfert de propriété du terrain Horizon, désormais la colline Lumière, à la communauté des résidents, sous la tutelle légale de Clara Dubois. Il referma le stylo et regarda la lumière du matin inonder la pièce. « C'est fini, tonton ?» demanda Clara. « Oui. Maintenant, cet endroit appartient à ceux qui y vivent. » Il regarda dehors. Les toits de tôle brillaient, des gens réparaient une clôture, des enfants riaient. La colline semblait vibrer d'une lumière qui ne venait pas du soleil, mais du cœur des hommes. Jean-Pierre ferma les yeux. Une brise fit doucement bouger la pancarte « Maison numéro 1 », là où la lumière a commencé. Sur cette colline, tout avait vraiment commencé. Pas pour lui, mais pour ceux qui avaient appris à rester et à entretenir la flamme de la bonté. Le temps emporte la force des hommes sans prévenir. Chaque jour, Clara voyait Jean-Pierre un peu plus faible. Sa voix plus basse, ses pas plus lents, son regard plus voilé, mais étrangement lumineux quand il contemplait les toits de la colline. « Tu sais, disait-il, on peut passer sa vie dans un palais, mais on a un foyer que lorsqu'on est au milieu des autres. » Clara lui tenait la main, une main désormais presque aussi grande que la sienne, chaude et solide. « Ne parle pas comme si tu allais partir, disait-elle, la voix tremblante. Il sourit. « Ce n'est pas loin. C'est juste un endroit où la bonté n'a plus besoin de papier. » Un matin, sa chambre fut plus silencieuse. Quand on ouvrit la porte, Jean-Pierre ne se réveilla pas. La lumière de la fenêtre éclairait son visage, si serein que personne n'osa pleurer. À côté du lit, son carnet. Sur la dernière page, d'une écriture mal assurée, « J'ai bâti beaucoup d'immeubles, mais c'est le seul qui était vraiment habité. » Sur la table, son testament, il léguait le peu qui lui restait à l'entretien de la colline Lumière. Pas de funérailles grandioses, pas de couronne, pas de caméra. Juste les gens qui l'avaient aidé, debout autour de la tombe, une fleur sauvage à la main. Le vent de la colline portait les voix des enfants qui apprenaient à lire en contrebas, comme s'ils les écoutaient encore. Clara se tenait en silence. Dans sa main, une lettre qu'il lui avait laissée. Le papier était jauni. « C'est toi qui m'as sorti des ténèbres de mon propre cœur. » Elle l'a relu plusieurs fois, ses larmes coulant sans bruit. Elle comprenait qu'il n'était pas parti. Il vivait juste sous un autre nom, celui des gens qui l'avaient sauvé. Quelques mois plus tard, la colline Lumière devint officiellement le Centre Lumière, un lieu d'accueil pour les orphelins, les sans-abri, les mères seules. Il était géré par les résidents eux-mêmes. Clara, à 12 ans et demi, était sa tutrice légale. À l'entrée, une plaque de bronze portait les mots qu'il avait prononcés une nuit de pluie, pour ceux qui ont entendu le plus petit des bruits et ne se sont pas détournés. Ce matin-là, Clara apporta un jeune arbre au milieu de la colline, à l'endroit exact où il l'avait trouvé. La terre était meuble et humide. Elle s'agenouilla et le planta elle-même, ajoutant une petite pancarte, « De cette terre, une vie fut exhumée. » Un petit garçon lui demanda, « Il va devenir grand, l'arbre, Clara ?» Elle sourit. « Bien sûr. Il est planté avec de la gratitude. »
Le garçon hocha la tête et partit en courant. Elle resta là longtemps, le regard perdu vers l'horizon. L'après-midi, les enfants se rassemblèrent autour de l'arbre et lurent à voix haute le texte qu'elle avait affiché, « Si on vous demande où a commencé la colline lumière, montrez cet endroit. Car ici, un homme a un jour déterré une vie, et a fait de cette vie une foi pour tous les autres. » Leurs voix, douces comme un souffle, portèrent loin. Le vent caressa les toits de tôle, chaque maison, chaque cœur, comme s'il portait avec lui la présence de l'homme qui était parti. Et c'est là notre histoire du soir. L'histoire non pas d'une fin, mais d'une continuation, à travers d'autres mains, d'autres cœurs, là où la lumière ne s'éteint pas, même quand celui qui l'a allumée n'est plus. Que pensez-vous du voyage de Jean-Pierre, cet homme qui a fait de la bonté son plus grand héritage? Ou êtes-vous plus touché par Clara, l'enfant sauvée devenue porteuse de flambeaux? Quel moment vous a le plus ému? La signature de l'acte de donation ou la plantation de l'arbre sur le lieu même de sa découverte? Partagez vos impressions. Quel personnage vous est le plus cher, et quelle action vous a convaincu que la bonté peut, véritablement, changer le monde? J'aimerais beaucoup lire vos réflexions. Continuons la conversation sur cette histoire.